Banh Mi, c'est le podcast qui explore les mélanges des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Nam. Je suis Ling. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le 3e épisode de Banh Mi Podcast. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lynn et Nam. Salut, comment vous allez ? On va super bien. Salut. Alors merci Lynn et Nam d'avoir répondu à l'invitation et de faire honneur à ce 3e épisode de Banh Mi Podcast. Alors je vous ai connu via le compte Instagram de votre café, Hanoi Corner Paris, et le nom de votre café Hanoi Corner qui a ouvert en 2017. Et je crois que c'est la première fois que je voyais des photos de café à filtre vietnamien dans un café-restaurant à Paris. J'ai réalisé que cette expérience et cette culture de café à filtre, je ne la voyais qu'au Vietnam ou dans les pays d'anciennes colonies françaises comme le Laos et le Cambodge. Donc Hanoi Corner a fait l'objet de plusieurs articles, notamment celui du Time Out qui est sorti la semaine dernière, où vous avez été sélectionné par le magazine dans les 10 chefs qui incarnent le renouveau de la cuisine asiatique. Et vous avez été aussi sélectionné dans le guide du Petit Futé. Et voici leurs mots. Venir prendre un café ou un thé ici est une expérience qui restera fort probablement gravée dans votre mémoire. Non, on n'exagère pas un instant et on va vous dire pourquoi. Ici, le Vietnam et ses arômes sont à la manœuvre et les cafés venus de cette terre, parfois injustement méconnus, valent le détour. Pour les cafés, une sorte de filtre en laiton fait ressortir les saveurs et arômes les plus pointus, tandis que les infusions sont à tomber. Pour arranger encore les choses, on vous prépare ici quelques accompagnements pour savourer les breuvages avec tout autant de finesse, franchement très bien vu. Alors Nam, est-ce que tu peux te présenter et nous partager un peu ton parcours et ce qui t'a amené à ouvrir Hanoi Corner avec Lynn ? Alors, de mon côté, mon parcours c'est assez sinueux, on va dire. J'avais commencé après un bac S, j'avais fait des études de médecine dans un premier temps. Après, j'avais fait des études de maths et physique appliquée. Je me suis rendu compte que c'était toujours pas ce que je voulais. Donc je suis parti plus vers une école d'ingénieur, plus pour faire de l'électronique système embarqué parce que moi ça avait l'air sympa. Et finalement c'était toujours pas mon truc, donc du coup je suis parti vers l'informatique. Et j'ai commencé avec un peu de développement et je suis passé chef de projet technique et après un peu chef de projet. Et je m'étais rendu compte à un moment que il y avait plusieurs choses qui arrivaient en même temps. Déjà, j'étais un peu déçu de l'entreprise et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de l'informatique, du moins ce que moi je cherchais à faire. Je me voyais mal après devenir manager. J'avais l'impression que c'était beaucoup de paperasserie ou administratif. Et en même temps, derrière, j'avais cette envie d'entreprendre et de faire quelque chose par rapport à mes origines au Vietnam. D'accord. Et derrière, je m'étais rendu compte aussi que une fois que j'ai commencé à travailler et que j'ai pu me faire plaisir, j'adorais aller au restaurant et manger. Donc faire quelque chose sur quelque chose que j'adore, manger, et en même temps ma culture. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'avais commencé à émettre un projet autour de quelque chose qui soit un peu français et vietnamien. D'accord. Le banh mi et après le café vietnamien. Ok. Et comment t'es venue cette idée du café vietnamien ? Parce qu'en fait, on n'en voit pas du tout en France, à Paris, enfin, des cafés qui sont spécialisés dans le café vietnamien. Alors c'est vrai qu'on le voit rarement à Paris. Et moi-même, je l'avais jamais vu. C'est avec ma femme, avec Lynn. On est allé au Vietnam parce que j'avais besoin de mieux comprendre la cuisine vietnamienne. Je voulais voir c'était quoi les banh mi au Vietnam pour vraiment me dire... j'avais envie de faire un banh mi, comprendre comment ça se faisait.
Et donc du coup, à un moment, Lynn m'a dit, bon, bah, on fait une petite pause, on va faire un coffee shop, on va faire un café. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le café, et pourtant je suis vietnamien, enfin d'origine vietnamienne, et je connaissais pas ça, et je me suis dit, j'ai dit à Lynn, c'est génial parce que c'est vraiment plusieurs choses. C'est en même temps le lieu qui est un peu différent des autres cafés que nous on connaît en France. C'est en même temps une philosophie là où c'est un slow coffee, on prend son temps. C'est vraiment détente, c'est l'inverse de l'espresso là où on prend rapidement le café pour partir après au travail. Et c'est tout aussi bien la méthode du filtre vietnamien, les grains de café, et c'est également les recettes, puisqu'on a des recettes avec du lait concentré, avec de l'œuf ou du soda. coco, et c'est super, c'est vraiment sur tous les éléments qu'on peut réfléchir dans un café, il y a une spécificité vietnamienne. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment ta rencontre avec le café vietnamien, c'est quand tu es retourné au Vietnam du coup avec ta femme et qui t'a fait un peu découvrir cette culture, toute l'atmosphère qui y règne, ouais, de prendre son temps. Parce que comme tu l'as dit, c'est du slow coffee, c'est ça ? Exactement. Moi, de base, avant d'apprécier le produit en lui-même, ce que je trouvais assez génial dans le café, c'est que quand j'étais petit, c'est un moment qui rassemble les gens. Alors au départ, je l'appréciais pas trop. Et mine de rien, le moment là où j'ai dit à Lynn, c'est un café que j'aime bien, c'est quand j'étais au Vietnam. J'étais là et j'ai dit, c'est trop bien parce que y a tout, et le café, c'est un moment là où on prend le temps de partager avec les autres. Donc je me suis dit avec Lynn, j'ai dit, c'est un moment qui est une porte ouverte à la culture. On n'a qu'à créer le projet vraiment en tant que coffee shop. À la base, c'était le banh mi, et finalement, on s'est dit, on va plus faire en tant que coffee shop. C'est plus le café qui m'a intéressé, et c'est là que vraiment je suis devenu passionné de café. D'accord. Alors toi, Lynn, qui a grandi au Vietnam, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la consommation de café et l'art de vivre autour du café au Vietnam ? Alors, le café et le thé au Vietnam, ce sont des boissons qui est ancrée vraiment dans la culture du Vietnam. Alors, on voit souvent des gens qui boivent du thé vert dans les champs à la campagne, et on voit souvent des gens qui boivent du café dans les grandes villes. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment des deux vies qui vivent ensemble. Après, oui. Est-ce que c'est par rapport au rythme de vie que en campagne c'est du thé et dans les grandes villes c'est du café ? Il faut se réveiller en ville. Alors, ça, c'est une très bonne question. Peut-être, tu as raison. C'est que, alors déjà, le thé au Vietnam, ça existe beaucoup plus plus avant que le café. Le café, c'est vraiment après. Voilà, ouais. C'est ça. Le café, c'est à partir des années 1800. Ouais, c'est avec quand les Français sont arrivés pour coloniser en fait l'Indochine, c'est ça ? Oui, quand les Français sont arrivés, et donc du coup, ça amène le café avec. Ouais. Mais le thé, ça existe déjà depuis très ancien avant. Donc du coup, les gens qui boivent beaucoup de thé, mais en même temps, ils boivent beaucoup de café. Voilà. Et au Vietnam, on boit du café n'importe quel moment de la journée. On peut boire très tôt le matin, mais on peut boire très tard aussi la soirée. Ah oui, d'accord. Des fois, si on voyage un peu au Vietnam, surtout dans les grandes villes, il y a même des coffee shops ouverts 24 heures sur 7. C'est-à-dire même à 1h ou 2h du mat, il y a quand même des coffee shops qui restent ouverts. Donc du coup, c'est une boisson qui fait partie de la culture du Vietnam. Ouais. Et on peut boire avec les amis, on peut boire avec aussi des gens qu'on travaille avec, des partenaires, des collègues aussi. Donc du coup, ça existe vraiment dans la vie quotidienne, surtout dans les grandes villes au Vietnam. Et pourtant, le café au Vietnam le café du Vietnam n'est pas si connu en France, non ? Alors c'est vrai qu'en France on connaît pas trop le café du Vietnam, ce qui est un peu dommage parce que le Vietnam c'est un très très gros producteur de café, c'est le deuxième. Ouais, c'est ça, après le Brésil. C'est ça, et ce qui est curieux c'est que c'est la France qui a amené le café au Vietnam, et maintenant on l'a oublié, on sait plus que le Vietnam fait du café, et ce qui est encore plus troublant, ce que je trouve assez drôle, parce que pour moi ça parle par rapport au fait que je sois français et en même temps d'origine vietnamienne, là où on se pose un moment la question de l'identité de ce qu'on est.
le café vietnamien, le filtre vietnamien, à la base, c'est un filtre français. D'accord. Et quand on regarde un bouquin de café écrit en français par des Français, ils appellent ça le filtre vietnamien. Et en France, on a oublié que c'était français. D'accord. Et on appelle ça un filtre vietnamien. Et à la base, c'est un filtre français. Donc, c'est assez drôle. Ok. Donc, c'est une véritable institution au Vietnam. Le café est réputé pour son côté charpenté et sa forte teneur en caféine. C'est surtout la variété de Robusta. C'est ça, Nam? Oui, c'est vrai que c'est majoritairement du Robusta qu'on consomme au Vietnam et qui est également produit. Donc, ça fait un café qui est très très caféiné. Ouais. Ce qui est bien parce qu'au Vietnam, il fait super chaud et pour se réveiller, on a besoin d'une bonne dose de caféine. C'est vrai ça. C'est vrai que ça fait sens du coup. Alors on parlait de slow coffee tout à l'heure. C'est une nouvelle façon de consommer son café en comparaison avec l'espresso qui est très ancré en France et en Italie par exemple. Est-ce que Nam, tu peux nous expliquer ce qu'est le slow coffee et comment on le consomme ? Alors en général, le slow coffee, c'est vraiment une façon de consommer, souvent qu'on dit des connaisseurs, puisque c'est ceux qui prennent le temps de savourer le café, parce que ça demande du temps. C'est aussi une approche là où en slow coffee, techniquement, on va souvent savourer le café sur différentes températures. D'accord. Un peu chaud, tiède et légèrement froid, et on va avoir des arômes qui se dégagent différemment. En général, en slow coffee, comme on extrait plus doucement le café, on a tendance à dire qu'on extrait des arômes un peu plus subtils. On va aller extraire un peu plus d'éléments. Et à ce moment-là, on a plus de complexité en tasse. Donc c'est vrai que il y a une tendance en ce moment de monter en gamme de la qualité des cafés, et également des gens qui commencent à s'intéresser au café parce que il y a cette montée en qualité. Et du coup, le slow coffee, c'est vraiment une façon de consommer qui favorise du coup le fait de mieux connaître les cafés. Ok. Vous faites aussi des banh mi, Lynn et Nam? Oui. Et ça tombe bien parce que le podcast s'appelle banh mi. Apparemment, le banh mi du Nord est très différent du banh mi du Sud. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du banh mi du Nord ? C'est vrai que le banh mi qu'on mange dans le nord du Vietnam, surtout à Hanoï par exemple, on ne voit pas la même chose que le banh mi qu'on voit très souvent en France, à Paris. Premièrement, c'est parce que on a toujours d'habitude un banh mi qui est toujours chaud en fait. Donc du coup, c'est-à-dire que déjà, ce sont des banh mi qu'on fait sur place, sur le moment de commande. D'accord. Et ils sont toujours conservés dans un endroit qui est assez chaud, et mini four à côté. Et pour que ça reste toujours chaud et croustillant. D'accord. Et alors, en général, on voit souvent le banh mi pâté. En fait, il faut ouvrir un peu le guillemets. Le pâté dont je parle ici, c'est à peu près comme une sorte de terrine. Ouais. Ou rillette. Ouais. Oui, voilà. Terrine, ouais. Mais c'est vrai qu'on retrouve sur les banh mi aussi du sud, du Vietnam, des banh mi garnis avec l'espèce de jambon, les carottes et tout, etc. Et du pâté en plus. Oui. Ouais. Alors, le pâté dans le nord du Vietnam, à Hanoï par exemple, on mange... c'est rare de trouver des pâtés qui est froid. Ou peut-être, moi je vois pas. Peut-être ça existe aussi. Mais c'est-à-dire que le pâté, on garde toujours chaud. Soit on garde dans une petite boîte qu'on met dans le four. D'accord. Ou sinon, c'est un mini four qui sont pas très très puissants, mais ça juste garder chaud. Ou sinon, on garde dans une sorte de bain-marie. Pour que ça soit toujours chaud et toujours un tout petit peu liquide, on peut dire. D'accord. Et après, on mélange souvent avec 1 ou 2 œufs. Et puis, ça finit tout ça sur une poêle pour faire une omelette. D'accord. Et voilà, et on prend cette omelette-là, on met dans le banh mi. Et donc, du coup, tout est chaud du cœur, au cœur, quoi. Ok. Alors, banh mi, ça viendrait du mot pain de mie en français. Et toi, Lynn, tu me disais tout à l'heure en off qu'il y avait une autre source qui explique l'origine du nom. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Beaucoup de gens qui parlent le banh mi, c'est en fait le nom, c'est pain de mie en français. Ouais. Mais le nom vietnamien banh mi, c'est
Alors, c'est rien à voir avec le pain de mie, justement. C'est que le bánh en vietnamien, c'est pour dire un plat qui est préparé dans le four ou avec la chaleur. Ouais. En souvent composant, c'est du farine. Donc, ça, farine de riz, soit farine de blé, ou farine de tapioca, peu importe. Oui. Et mì, ça veut dire le blé en vietnamien. Ah. Donc, du coup, en fait, pour dire que ce gâteau ou ce pain est fabriqué par le blé. D'accord. Parce que justement, c'est en vietnamien, par exemple, le gâteau qu'on mange en anniversaire, pendant votre anniversaire, par exemple. En vietnamien, on s'appelle bánh gâteau. En fait, on rajoute le mot bánh au début. Où il y a beaucoup de choses, par exemple des galettes. Enfin, en France, on appelle des galettes, des fois de pommes de terre, etc. Et on s'appelle en Vietnam, c'est bánh khoai nướng. En fait, voilà, parce qu'il y a aussi la farine de riz dans ce galette. Et donc, du coup, voilà, le mot bánh, ça, c'est pas forcément pour dire le pain. Merci Linh pour ces précisions sur le mot bánh mì. Toi, Linh, tu es née au Vietnam. Quand est-ce que tu as appris le français et pourquoi tu t'es décidée à quitter ton pays pour venir en France ? Depuis l'école primaire, je commence à être dans les classes avec l'option français. D'accord. Et après, quand je finis lycée et j'ai le choix aussi de partir en France. Alors, au début, c'est compliqué de convaincre mes parents de me laisser partir aussi loin. Ouais. T'avais quel âge à cette époque ? J'avais 17 ans. Ben ouais, c'est hyper jeune. Et puis, c'est loin quand même, la France. Oui, et c'est surtout, j'ai personne en France aussi. Ouais. Je connais personne. C'est assez courageux de ta part de te dire je vais aller en France alors que je connais absolument personne. Je pense que c'est la partie plus fun de la jeunesse où on ne réfléchit pas trop. Ouais. Voilà, à l'époque, je me rappelle que je réfléchis pas trop sur les avantages, les défauts, etc. Je me suis même pas rendu compte que oui, en fait, j'ai personne en France. Et j'ai juste, je me suis dit, c'est que comme j'ai appris français pendant 12 ans, et que je sais que, voilà, pour l'instant, le Vietnam, on parle beaucoup plus anglais que français. Et je ne veux pas... Tu voulais pas perdre ton français, en fait. Je veux pas perdre les 12 ans, 12 années. C'était logique pour toi de pouvoir partir dans le pays dont tu as appris la langue, en fait. Ouais. C'est ça, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je choisis la France. Ok. Voilà. Est-ce que c'était dur pour toi quand tu es arrivée en France ? Comment tu t'es sentie accueillie ? Je pensais que... j'ai pas aussi imaginé la différence culture. Qui est aussi grande que ça. Voilà. Et donc, du coup, au début, c'est assez compliqué. Heureusement que dans ma promo au lycée, il y a aussi des camarades qui, voilà, avec moi, on est partis dans la même date, même jour. Okay. Et on est arrivés presque dans la même faculté. D'accord. Donc, du coup, on a aidé, s'entraide entre nous. Ouais, vous pouviez vous soutenir en quelque sorte et t'étais pas complètement seule, t'étais aussi avec tes camarades. C'est ça. Là, c'est vrai qu'on n'a pas de famille ici, mais en autre sorte, eux, ils deviennent ma famille, en fait, en France. Voilà. Ouais, c'est ce que tu vis aussi. Enfin, moi, quand je suis partie de France pour aller en Asie, j'y suis allée quand même aussi avec des gens que je connais de près ou de loin, ou des amis d'amis, etc. Et comme t'es pas avec ta famille, tout de suite, tu te crées un cercle qui devient ta deuxième famille, et avec qui tu passes beaucoup de temps. Et c'est important, je pense, quand tu vas dans un pays étranger comme ça, surtout dont c'est pas ta langue maternelle. Oui. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus quand t'es arrivée en France ? Qu'est-ce qui était si différent pour toi, en fait ? Premièrement, je pense que quotidiennement, ce qui est compliqué, c'est l'alimentation. Ouais. On ne mange pas la même chose. Ça doit te manquer. C'est ça m'a manqué. Et c'est surtout, au début, j'étais à Toulouse. Et à Toulouse, pour trouver l'alimentation asiatique ou vietnamienne, c'est pas évident. Ouais. Donc, du coup, au début, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà.
Après, peut-être... Et c'est de là que tu as commencé à apprendre à cuisiner, peut-être. Exactement. Quand tu n'as pas le choix et que tu veux manger la nourriture de chez toi, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est surtout, on n'a pas de choix, on n'a pas assez de l'argent pour venir au restaurant tous les jours. On s'est dit, bon, voilà, il faut qu'on fasse la cuisine nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Du coup, Nam, sur tes nombreux voyages au Vietnam que tu as fait avec ta femme Linh, comment est-ce que tu as vu évoluer le Vietnam, de la société vietnamienne et puis aussi, là, comme on parle du café, du coup, de la consommation du café au Vietnam, parce que moi... je sais pas, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait de plus en plus de grandes enseignes et de chaînes qui proposaient du café, mais pas forcément du café à filtre vietnamien, mais des déclinaisons un peu à la Starbucks, etc. Donc, est-ce que tu peux nous faire part un peu de ce que tu as vu ? Alors, ce qui est vraiment drôle, c'est que chaque année, on a l'impression que ça change. On peut jouer le jeu des 7 différences. Quand j'étais allé au Vietnam avec Linh, mon dernier souvenir, c'est que quand j'arrivais à l'aéroport, on arrivait et l'aéroport c'était un vague bâtiment sans climatisation, très vieux, et quand je suis retourné j'étais là genre waouh, il est énorme, il est climatisé, c'est super moderne, c'est propre. L'année d'après je revenais, je fais ah ouais, entre l'aéroport et Hanoï il y a une autoroute. C'est l'année d'après, c'était ah ouais, maintenant les gens respectent les feux, parce que avant, il y a des moments, les gens respectaient pas il y avait des feux, mais les gens ne respectaient pas, et j'étais là genre ouais, maintenant les gens respectent les feux, et sur le café, il y a eu des grands changements. Il y a des grosses enseignes qui sont arrivées à un moment, comme Chung Nguyen, ou qui font des grosses boutiques. Et la dernière fois qu'on était allé, c'était justement Starbucks qui s'installait au Vietnam. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir que Starbucks ne s'installe pas à chaque fois de la même manière en France ou à d'autres pays. Et au Vietnam, quand ils s'installent, ils sont vraiment dans une optique, c'est très très... c'est orienté luxe. Au Vietnam, Starbucks, c'est très très classe. On a des gens qui sont très bien habillés. Oui, parce que ça coûte cher. Oui, c'est ça. Banmi Podcast, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes liées à l'Asie. Toi, Nam, dans quelle mesure tu as hérité de ta culture asiatique et du coup vietnamienne ? Alors, de mon côté, et c'est justement, je pense, pour ça que je fais dans la nourriture, c'est que c'est vraiment la nourriture. C'est mon lien le plus fort avec la culture asiatique. C'est vraiment la nourriture. Moi, je pourrais parler beaucoup de choses sur la nourriture, mais bon, c'est... Qu'est-ce que t'aimes, par exemple, un plat que t'aimes beaucoup vietnamien ? Ou que tes parents t'ont fait quand t'étais plus jeune ? Alors, mon plat préféré vietnamien, c'est un plat qui s'appelle le chak à l'avant. C'est un plat qu'on peut retrouver, pour moi, vraiment bien, c'est que au Vietnam. Parce que c'est un poisson spécifique. Et les herbes qu'on utilise au Vietnam n'ont pas le même goût, puisque l'aneth au Vietnam n'a pas le même goût qu'en France. Il y a des gens qui ont essayé à Paris, c'est pas mal, mais il n'y a pas cette même émotion que je retrouve quand je vais au Vietnam. Et du coup, c'est mon plat préféré. Quand je vais au Vietnam, à chaque fois, je dis à Linh, quand on est à Hanoï, on en fait au moins un. D'accord. Et c'est quoi, tu peux expliquer ? Alors, c'est une sorte de barbecue de poisson frit, qui a été mariné avec pas mal d'épices, notamment le curcuma. Et on va avoir après pas mal d'herbes qui sont ajoutées. D'accord. Et on a avec des vermicelles de riz. Et quelque chose qui est assez difficile à manger, c'est le mam tom. Ah oui. C'est le nuoc mam version... crevette, version puissance 10, quoi. Puissance 10, et puis c'est de la crevette, c'est ça ? C'est ça. Une pâte. Oui. Que le nuoc mam. Ouais, c'est une petite pâte qui est très très odorante, très puissante, mais qui est très goûteuse, et c'est un peu comme passer du Babybel au fromage au lait cru, c'est le grand écart. Ouais. Mais ouais, ça me fait saliver quand même. En plus, c'est une pâte qui a plein de umami, mais voilà. C'est ça. Si les gens qui aiment bien, ils vont vraiment aimer. Ouais. Et c'est une spécialité du Nord. Exactement. Ouais, c'est ça. D'accord, ça donne faim. Nam, comment tes parents ont réagi face à ta reconversion ? Parce que tu étais ingénieur, c'est ça ? Donc tu as fait des études
scientifique. C'est à 30 ans que tu as eu cette réalisation et en te disant ouais, je suis plus fait pour un travail de bureau, que j'ai vraiment envie de me lancer dans ma passion. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Au départ, ce qui est drôle, c'est que quand je travaillais encore en tant que chef de projet ou ingénieur informaticien, je disais vaguement ça serait cool, j'ai envie de faire un truc de banh mi et mes parents, eux, ils le voyaient de loin, ils se disaient c'est pas grave, ils rêvent. Ouais, ça va lui passer. passer. Un peu comme des fois j'avais envie de faire de la photographie ou faire de la peinture ou alors faire de la musique. J'ai quitté mon boulot et j'ai dit que c'était pour faire ça. Et au début, il y a eu un moment, il y a la phase de déni et ils comprennent pas, ils se disent non, mais il n'y a pas de souci, je pense qu'il le fera pas et ça n'a pas trop de sens. Et quand ils ont vu que oui, j'étais vraiment en train de travailler dessus, ils ont commencé à dire mais ils comprenaient pas. Ils disaient même à mes frères, mon frère Son par exemple, qui me disait tu devrais lui dire que c'est pas franchement terrible. Ça gagne pas bien, ça travaille dur, je comprends pas. Et du coup, j'ai quand même continué, j'ai lancé le projet et voilà. Donc, et Hanoï Corner est toujours là, ça fait depuis 2017 que vous avez ouvert. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui ? Alors, je parle pas beaucoup avec mes parents, c'est des petits mots comme ça, mais... il y a ce côté très pudique de la culture vietnamienne, ils m'ont jamais dit directement, général, mais aussi. Il y a mes frères qui m'ont dit qu'ils étaient fiers. Au début, ils n'ont pas compris, ils ont commencé à comprendre et maintenant ils sont plutôt fiers. Ils ne m'ont jamais dit directement, mais voilà, je le sais et ça me va. Ok, c'est cool. Moi, j'aimerais bien parler de vous. Vous vous êtes rencontrés, Linh et Nam, du coup, parce que Linh était serveuse, je crois, dans un restaurant vietnamien dans le 13e. Et c'est comme ça que vous êtes rencontrés et que vous avez fait élaborer ce projet ensemble. C'est comment, en fait, d'être en couple avec une personne qui a les mêmes origines, certes, mais pas la même culture. Parce que Nam, tu as grandi en France, et toi, Linh, au Vietnam. Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles, par exemple, vous ne compreniez pas et qu'il fallait un temps d'adaptation, en fait, chacun d'entre vous pour comprendre l'autre ? Alors, c'est vraiment le moment là où on a compris que on était vraiment différents. Même si j'ai des origines vietnamiennes, malgré tout, j'ai vraiment un état d'esprit qui est différent puisque quand on a discuté sur du coup comment est-ce qu'on voyait la vie, comment on voyait le projet, puisque Linh à la base voulait un projet, elle aurait pu aimer quelque chose de vraiment traditionnel et moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit entre les deux cultures. Donc il y a eu des choix à faire et il y a certains éléments qui sont entre deux cultures comme le café, le banh mi et d'autres qui sont plus vraiment portés sur le Vietnam. Donc on a dû faire des choix et c'est vrai qu'on était vraiment très opposés en termes de mentalité et de choix. Je vais laisser Linh justement dire un peu plus. Nam a tout dit. En fait, nous, on s'est rencontrés et rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de différences, mentalités que l'on a entre les deux. Et moi, je suis un peu plus vietnamienne et lui, c'est plus française. Et dans la vie en couple, personnellement, et même dans le projet, on doit vraiment faire des choix vraiment, vraiment très opposés. Quelles sont ces différences que vous voyez en couple ? Je vais parler d'un élément, c'est la question de qu'est-ce qui est vietnamien, qu'est-ce qui est traditionnel. Et ce qui est drôle, c'est que moi, même si je suis d'origine vietnamienne, en fait, ce que moi je vois comme étant vietnamien, au Vietnam, ils ne voient pas de la même manière. Typiquement, moi, je vais regarder des choses et on va dire, ouais, mais ça, au Vietnam, c'est super old school, quoi. Et on va me dire, ça, c'était avant, maintenant, ça a évolué et maintenant, c'est différent. Et sur le coup,
eux, ils vont faire des choses qui sont un peu plus modernes, un peu plus, du coup, parfois, je vais dire à Aline, ouais, mais ça, c'est un peu occidentalisé. Ouais. Et on me dit, ouais, mais maintenant, au Vietnam, on évolue, mais c'est fou. on accepte le changement, et du coup, c'est comme ça. Ouais. Quand je vais au Vietnam, je vois, sur des bars et tout, par exemple, j'ai l'impression parfois que je suis à New York ou je sais pas quoi, que ça fait vachement industrialisé, un peu loft, un peu... hyper stylé, quoi, très très hipster, etc. Alors que nous, dans nos projections un peu de fantasmes de français, parfois on imagine le Vietnam encore très traditionnel, authentique et tout, alors que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense, quoi. C'est tellement ça, parce que il y a un truc assez drôle que je disais à Aline récemment. Je disais que au départ, quand on s'est connus, Lynn et moi, quand j'écoutais de la musique vietnamienne, j'écoutais les musiques un peu vintage et la musique traditionnelle. Un peu du Kai Lung et c'est tout exactement ça. Exactement ça. Ah là là. C'est ça. Et Lynn disait, mais t'écoutes ça, franchement alors je peux pas. Elle est sur de la pop ou du hip-hop ou du rap vietnamien. Et c'est ça, et je disais, ouais, mais ça, c'est vraiment... là, il y a l'âme du Vietnam, tu vois. Je faisais un peu le cliché, genre, ouais, ça, c'est l'âme du Vietnam, tu vois, c'est des instruments du Vietnam. Et là, j'ai un peu compris, j'ai un peu rattrapé mon retard, entre guillemets. Là où je me mets à écouter ce que les jeunes Vietnamiens écoutent de la V-pop pour justement regarder vers quoi ils aspirent sur le futur, les Vietnamiens. Et c'est hyper intéressant de voir comment ils essaient d'amener des choses modernes en gardant leurs origines. Et du coup, maintenant, je me mets à écouter des choses un peu plus modernes vietnamiennes. Et je me rendais compte que j'avais un peu de retard. Parce que j'ai l'impression que notre génération à nous, on a un peu un retard. On a besoin de trouver notre identité culturelle. Et du coup, on va regarder les trucs traditionnels pour se rassurer qu'on a nos origines, alors que là-bas, ils sont déjà en train de regarder des trucs différents. Ouais, en fait, on va s'identifier et prendre pour référence ce que écoutaient nos parents. C'est ça. Alors qu'en fait, il y a plusieurs années qui se sont écoulées et il y a eu tout un chamboulement culturel, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et c'est plus du tout la même musique que nos parents aujourd'hui. Mais c'est d'ailleurs, même sur la culture, l'éducation, ce qui a été drôle, c'est que je parlais avec Lynn et Lynn me disait, mais tes parents, ils te prennent pas dans tes bras? Je dis, bah non. Toi, oui. Et ma mère, et Lynn disait, mais oui. Et je dis, ah ouais, ça a changé au Vietnam. Et c'est ça, ce qui est drôle, c'est qu'en France, les familles vietnamiennes sont beaucoup plus traditionnelles que celles au Vietnam. Au Vietnam, elles ont beaucoup changé en termes de façon de fonctionner. Et ça m'a beaucoup... c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, c'est que j'ai eu cette impression qu'en France, les familles vietnamiennes sont plus traditionnelles dans leur fonctionnement qu'au Vietnam. Je comprends. Je vois ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de capsule du temps qui s'est arrêtée sur les parents vietnamiens en France, où c'est encore, dans leur tête, c'est encore comme avant, à leur époque, au Vietnam, et pas comme... l'expression des sentiments, les rapports aussi physiques en fait avec ses parents. Là, tu dis que les parents de Lynn prend Lynn dans leurs bras et tout, et c'est pas le cas nous chez nous avec nos parents qui sont en France. Non, mais je vois très bien. C'est hyper intéressant et c'est drôle aussi à la fois. Alors Nam, tu m'en avais parlé avant l'enregistrement que la question du mariage pouvait être vue de manière très différente si on a grandi au Vietnam et si on a grandi en France. Est-ce que tu peux nous en parler? Au Vietnam, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très 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 important, c'est un passage obligé et du coup quand j'étais au Vietnam, j'étais pas encore marié avec Lynn et on était ensemble et au Vietnam, ça fait bizarre. Lynn avait un peu plus de 25 ans et à partir de 25 ans, au Vietnam, les familles ont pas mal la pression quand ils ont une fille. Et donc du coup, quand j'avais fait les repas de famille, je me faisais prendre à chaque fois par les oncles et les tantes, un par un, 10 minutes pour me dire, tu sais, t'es un homme, faut assumer tes responsabilités. Voilà, donc
c'est des petites choses comme ça, mais... C'était limite en mode, pourquoi tu l'as pas encore fait, quoi. C'est ça, non, ils étaient encore assez... Je pense qu'ils étaient assez ouverts parce que je suis pas vraiment un Vietnamien, je suis un Viet Kieu. Oui, donc t'as l'excuse, entre guillemets. C'est comme quand je me trompe, c'est hyper important, le respect au Vietnam, faut dire An, M, ou etc. Et, exactement. Quand je me trompe, j'ai encore l'excuse. Ouais, c'est pour donner un peu... C'est le respect. Ouais, le respect et donner une hiérarchie, en fait, entre les personnes. Exactement. Ouais. Et non, mais je comprends bien ça. Passer 25 ans, quand t'es une femme qui est encore célibataire, c'est chaud. Alors, au Vietnam. Au Vietnam, ouais. Parce que moi, je vous en parlais tout à l'heure. À un moment donné, moi, j'ai voyagé au Vietnam. J'avais, 27 ans. Et j'étais dans le centre. Et moi, je fais super jeune. Les gens pensent que j'ai souvent entre 18 et 22 ans. Mais on m'avait demandé mon âge. Et j'avais dit à cette serveuse que j'avais 27 ans. Et elle m'avait dit, mais attends, t'es toujours pas mariée ? Et je lui ai dit non. Et elle m'a dit, mais t'es périmée, en fait. Elle m'a dit en vietnamien, genre, hot date, quoi. Mais ouais, parce qu'en fait, au Vietnam, quand t'as 27 ans, t'es mariée, t'as au moins 2 enfants, je pense. Hein, Lynn ? Après, avec la situation actuelle, oui, ça change. Ça change. Dans les petites villes ou à la campagne, c'est vrai qu'il y a des gens qui se marient à l'âge de 18 ans. Ouais. Et avoir des enfants, les premiers enfants à 20 ans ou même 19. Ouais. Mais dans les grandes villes, maintenant, de temps en temps, enfin de plus en plus, les gens qui se marient plus tard, ou ils ont moins d'enfants qu'avant. Donc du coup, ça change. Mais le mariage reste toujours une période très importante. Ouais, c'était très important pour toi de te marier avec Nam. Tu pouvais... Oui, en fait, moi, je considérais comme le mariage comme un changement je peux dire, mentalité, ou on peut dire un moment assez important, remarquable. Ouais, donc, du coup, dans la vie d'un couple, ça marque quelque chose. Ça marque quelque chose, c'est ça. Nam, toi, tu me disais, en tant que Français, en fait, t'aurais pu rester avec Lynn en couple sans forcément te marier, c'est ça ? Alors c'est vrai que pour moi, j'ai pas j'ai pas la même vision que Lynn sur le mariage. Ça a une valeur, mais pas aussi forte. Et par contre, oui, je comprends que du point de vue de Lynn, c'est important, donc que c'est vraiment important. Donc du coup, pour moi, ça m'a pas dérangé, mais je fais le travail j'ai fait la proposition à Lynn parce que voilà, je sens que ça a une valeur et voilà. Ouais, c'est beau. Enfin, c'est de pouvoir s'adapter du coup à ton partenaire et de comprendre pourquoi c'était important de le faire. Oui, parce que tu me disais, si ça avait été une Française, peut-être que vous auriez vécu comme ça sans pour autant vous marier ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Si pour l'autre ça n'a pas de sens ni valeur, pour moi je vais pas forcément le proposer. Si pour l'autre c'est important et que ça a une valeur, on va être un peu empathique et on va se dire que oui, on va y réfléchir, on va voir ce qu'on peut faire et voilà. Le nouvel an lunaire, c'était la semaine dernière, donc on est rentré dans l'année du buffle. Sur le 2e épisode, Thérèse nous parlait un peu des traditions dans sa famille qui est chinoise laotienne. Est-ce que tu peux nous parler des traditions du Tet ? C'est comme ça qu'on l'appelle, le nouvel an lunaire au Vietnam. Qu'est-ce que tu fais toi dans ta famille ? Qu'est-ce que tu manges ? Comment ça se déroule le nouvel an ? Déjà, on suit le calendrier lunaire. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que les dates changent par rapport les années à l'autre. Après, alors le 23 décembre, dans le calendrier lunaire, c'est le jour où les trois génies de chaque foyer va monter dans le ciel pour voir le Dieu. Donc voilà, ça c'est la signification du 23 décembre. D'accord. En fait, dans la culture vietnamienne, on considérait que dans chaque foyer,
ça existe 3 génies qui surveillent, qui nous surveillent, qui veillent sur nous aussi. Okay. Donc du coup, et que chaque année, il fait le rapport avec le dieu le 23 décembre. Ah d'accord, donc ils prennent toutes leurs notes le 23 et après ils vont dire tout ce qui s'est passé dans la maison. C'est ça, exactement. Il dit que voilà, cette famille, il fait des choses bonnes, il fait pas des choses mauvaises, etc. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu le rapport annuel. C'est ça, c'est le rapport annuel, c'est le bilan, voilà. Et donc du coup, c'est le 23 décembre. Donc le 22, tu te tiens un carreau, quoi, parce que tu sais que le 23, ils vont monter. Ah bah en fait, ils notent toute l'année, tu sais pas trop quoi. Donc du coup, après, alors qu'est-ce qu'on fait au 23 ? Donc, en général, on prépare aussi 3 poissons, parce que chaque personne prend un poisson, pardon, pour monter dans le ciel. Alors, d'accord. L'histoire, c'est que ça. L'histoire, c'est que le poisson, quand il passe beaucoup de défis avec l'eau, avec les fleuves, ça monte dans le ciel et ça transforme en dragon. Donc du coup, c'est les 3 poissons, mais ça va devenir des dragons pour monter dans le ciel. Ok. Donc c'est pour ça il faut 3 poissons vivants. Pour qu'ils se transforment en dragons. C'est ça, vivants. C'est trop bien. Et après, il faut préparer aussi leurs vêtements. Donc du coup, c'est les vêtements qu'on va brûler après. Ah ouais ? Oui, voilà. Parce que voilà, en fait, on va brûler pour les envoyer, en fait. Ok. Voilà. On prépare aussi la nourriture à manger. En général, il y a un peu de soy, donc de riz gluant. Ouais. Et il y a un petit peu avec quelques fleurs. Et après, on va mettre des encens, allumer des encens. Et en général, mon père va faire la prière. Et après les encens, on va brûler les vêtements. D'accord. Et on va libérer les 3 poissons. D'accord. Voilà, on libère dans les fleuves ou sinon dans le lac si on est à proximité. Ok. Bah, tout ça, c'est pour les génies, en fait. Exactement, c'est pour les génies. Donc du coup, tout ça, c'est pour les génies qui puissent monter dans le ciel. Donc du coup, le 23 décembre. Et après, à partir du 27 décembre, 27, 28, 29, c'est une grosse préparation pour la fête. Donc en général... ma mère va acheter plein de fleurs pour la fête de Nouvel An. En général, dans ma famille, on prend souvent le kumquat. Les plants de kumquat, c'est des espèces de petites oranges. C'est ça. Dire ça comme ça, ouais. Orangées, oui. Alors, pourquoi ? Parce qu'on disait que les kumquats, c'est des petits orangers qui deviennent jaunes après. Ça ressemble beaucoup à, on peut dire, à la fois la prospérité, mais à la fois aussi, c'est le printemps, c'est la naissance. Ouais. Donc, du coup, ça peut désigner une sorte de porte-bonheur, la naissance de nouvelles choses qui va arriver dans l'année. Ok. C'est aussi, voilà, il y a des personnes qui considèrent comme prospérité aussi. Bon, voilà. Et après, on a une fleur qu'on prend souvent à la famille pendant la fête de Nouvel An, c'est les fleurs de cerisier. Oui. Et c'est la version rose. Alors, sachant qu'il y a aussi des fleurs cerisier, mais la variété en couleur jaune, ce qu'on voit souvent dans le sud du Vietnam. Oui. Parce qu'en fait, tout simplement parce que c'est la saison. Ouais. Donc du coup, les cerisiers roses ou rouges ne peuvent pas supporter la chaleur du sud et vice-versa. Donc c'est pour ça que... C'est 2 couleurs différentes. Au nord, ça va être rose et dans le sud, c'est jaune. Ouais. C'est ça, c'est les 2 variétés aussi différentes. Ça supporte des différentes températures. D'accord. Et voilà, donc il y a les fleurs, il y a aussi l'alimentation, donc la nourriture. En général, il y a toujours le bánh chưng. Après, il y a les ors. Et voilà, c'est une sorte de mortadelle vietnamien. Après, il y a aussi les nems ou chả giò dans le sud. Il y a d'autres alimentations aussi, comme les soy. C'est une sorte de riz gluant. Voilà, on voit souvent dans les repas de Nouvel An, mais il y a souvent aussi dans l'hôtel des ancêtres. Voilà.
Le 30, en général, c'est le repas familial où on va déjà allumer les encens pour les ancêtres. C'est ça. Donc, du coup, on va décorer l'autel des ancêtres avec les fleurs, avec beaucoup d'alimentation, avec aussi des faux billets. Voilà. Et comme ce que Thérèse a dit, il y a aussi, il y a des choses comme des fois, je vois aussi des iPhones. Il y a aussi des fois des Mercedes en version faux, brûlant, voilà. Mais en fait, au Vietnam, on a une proverbe pour dire c'est sống sao chết vậy. Ça veut dire que dans la vie, on considérait que la vie, on vit comment et que quand on est mort, on doit avoir le même standard aussi. Voilà. Ouais. Donc du coup, en gros, c'est que la vie qu'on vit là maintenant, c'est aussi peut-être en bas, une vie aussi pareille. Donc du coup, on va brûler, on va brûler ces choses-là comme une sorte de envoyer. Les objets à nos ancêtres. Pour qu'ils vivent aussi bien que nous en haut. Nous, oui, c'est ça. Avec beaucoup de fausses billets, de dollars. C'est ça. Peut-être ils vont devenir tous des millionnaires. Ouais, je pense qu'ils sont plus millionnaires en bas qu'ici. C'est ça, voilà. Ok. C'est pas encore terminé, la coutume. C'est que ça, c'est le 30. Bon, après, on doit attendre les encens soient finis pour consommer le repas. Voilà. Et après, on a, dans notre culture, on dit souvent que le premier jour de l'an, c'est la fête de côté papa, parental. D'accord. Le deuxième jour, c'est côté maternel. Ok. Et le troisième jour, c'est le côté... souvent, dans la culture traditionnelle, le troisième jour, c'est le jour de professeur. Ah. C'est qu'on visite notre professeur, en fait. D'accord. Et on leur donne aussi des étrennes ? Les lycéens, les enveloppes rouges. Est-ce qu'on leur donne une enveloppe rouge aux professeurs le troisième jour, ou est-ce qu'on donne un cadeau, ou est-ce qu'on vient avec de la nourriture, ou est-ce que c'est... Alors, c'est vrai que on vient souvent et on donne des cadeaux. Et à l'inverse, c'est les parents, les professeurs qui peuvent nous donner des lycées. Oui. Voilà. En fait, en général, le lycée, c'est vraiment Donc lycée, c'est enveloppe rouge. C'est ça. Lycée, les enveloppes rouges, c'est les gens un peu plus âgés qui donnent aux enfants qui ne sont pas encore mariés. Voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait. C'est comme ce que on dit souvent, on pense toujours aux personnes qui nous aident à nous devenir comme maintenant. Je ne sais pas si je suis claire. C'est le proverbe de quand on mange un fruit, n'oubliez pas celui qui a planté l'arbre. Donc, du coup, c'est comme ça. Après, le 4e jour et le 5e jour, on peut visiter les temples pour ce qui est bouddhiste ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément bouddhistes, mais qui visitent les temples. D'accord. Et en général, on essaie aussi d'écrire une lettre à nous-mêmes pour dire qu'est-ce qu'on va avoir l'année prochaine. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on souhaite, nos résolutions, nos projets. Oui, exactement. Voilà. Donc après, ça c'est culture qui est très traditionnelle. Maintenant, avec la vie moderne et peut-être dans les grandes villes aussi, qu'on pratique pas forcément tout à fait toutes ces cultures comme ça. Voilà. Mais ça reste, les 5 premiers jours, ça reste toujours les jours qu'on fait souvent des activités en famille. D'accord. C'est ça. Ok. Du coup, 2020, je suppose que vous avez dû vous réadapter avec le Covid, etc. Est-ce que ça a été aussi le moment, l'opportunité de faire découvrir aux gens qui étaient en confinement, qui ne pouvaient pas boire de café, aller dans les restos, etc., de leur faire découvrir le slow coffee ? Et donc, du coup, d'apprécier le café à la vietnamienne. Alors, c'est vrai que, du coup, en ce moment...
il y a vraiment une tendance là où les gens redécouvrent le café, parce qu'il y a eu Nespresso, et maintenant beaucoup de personnes ont envie de découvrir un peu le produit en direct, donc acheter une machine à espresso, ou alors cherchent justement des solutions alternatives. Et c'est vrai que depuis le premier confinement, de notre côté, on avait vu qu'on avait quand même vendu beaucoup plus de filtres, et que les gens cherchaient justement, maintenant qu'ils avaient du temps, à prendre du temps pour soi, parce que quand on prend un slow coffee, c'est s'accorder un temps à soi. Tout à fait. Comme ça fait découvrir encore plus la culture vietnamienne et la culture du café à la vietnamienne. Bah oui, puisque en plus, ce que j'aime beaucoup dans la cafetière vietnamienne, c'est que pour beaucoup qui passent d'une solution comme Nespresso à autre chose, il y a souvent l'idée de quelque chose d'écologique. Et une cafetière vietnamienne, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de capsule ni rien. Donc on est vraiment sur quelque chose, il n'y a pas d'éléments en plus qu'on jette à la poubelle. Enfin, en tout cas, moi, de notre côté, on réutilise pas mal le marc de café chez nous, donc c'est quand même plutôt responsable. Ouais. Alors le podcast s'appelle Banh Mi. Quel ingrédient sublimerait votre baguette ? Et par baguette, vous pouvez remplacer le mot par la société, le futur, ce que vous voulez. Quel ingrédient ferait que vous iriez mieux dans le monde ? Je dirais de la solidarité, parce que on est dans un moment un peu particulier, et ça serait bien que plutôt que que chacun se sépare, et ça serait bien que tout le monde puisse se rassembler et s'aider entre nous, parce que là, par exemple, typiquement avec le Covid, on voit bien qu'il y a certaines personnes là où, par rapport au fait d'être asiatique, on n'a pas forcément beaucoup de solidarité. C'est pas tout le monde, évidemment, et c'est tant mieux, mais ça serait bien de se rappeler que dans les moments difficiles, faut justement... On va finir cet épisode avec une musique que vous écoutez en ce moment. Aujourd'hui, l'album que j'ai écouté, c'est un artiste qui s'appelle, si je me trompe pas quand je prononce, c'est Kokchimea. Voilà, c'est un artiste que je trouve vraiment sympa. C'est un mélange de culture, c'est sympa, c'est assez cool. Ok, il vient d'où ? Alors, c'est quelqu'un qui fait plusieurs instruments, qui est aux États-Unis. Du coup, c'est quelqu'un qui fait sur cet album-là principalement du saxophone. Et sur le coup, il va essayer de redécouvrir en fait ses origines amérindiennes. D'accord. Donc, ça fait quelque chose qui est entre du jazz et de la musique amérindienne, et c'est en même temps moderne, et ça fait voyager, et du coup j'aime bien. C'est cool. Comme le Banh Mi, c'est un mélange de culture. Ouais, bravo. On termine sur une bonne note, sur le mélange des cultures. Merci beaucoup Linenam pour le partage et pour ce moment agréable et nous avoir donné envie de vivre l'expérience du café vietnamien. Hanoi Corner est ouvert du lundi au vendredi. Nam, de quelle heure à quelle heure ? Alors je vais quand même repréciser, parce que normalement on est un coffee shop, et en temps normal on est ouvert le matin à 10h jusqu'à 16h pour pouvoir prendre un café. Ouais. Et on fait à manger le midi. Comme c'est un moment un peu particulier le Covid, du coup pour le moment on est ouvert de midi à 14h. Voilà. D'accord. Du lundi au vendredi, alors que d'habitude on fait le samedi. Et si vous voulez faire l'expérience du slow coffee, on peut aussi commander le café vietnamien et le filtre vietnamien sur votre site internet. On peut soit les prendre sur place, ou alors on fait la vente en ligne. Donc si les gens veulent découvrir les produits du Vietnam comme le café ou nos filtres vietnamiens, ils peuvent commander sur internet, et c'est livré. Ouais, il y a aussi le thé vietnamien, le chocolat vietnamien. Exactement. Et aussi du coup vos plats à emporter, donc boboon, banh mi. Les plats emportés, c'est du click and collect, donc on fait pas la livraison, donc c'est click and collect, on peut commander sur internet et passer prendre. Merci encore à vous Linenam. Je vous souhaite aux auditeurs et aux auditrices de vous régaler avec Hanoi Corner, avec les cafés et les produits vietnamiens que Linenam vous propose, et je vous invite à aller visiter leur site internet. Merci encore pour ce moment de partage, Linenam, et à bientôt. Merci à toi également. Merci.
J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.